Bienvenue dans le débat de France 24. Un procès hors norme, un verdict pour l'histoire. L'expression peut sembler galvaudée. Pourtant, comment mieux résumer 54 jours de débat, 3 mois d'audience interrompus à 2 reprises pour cause de coronavirus et jalonnés de 3 attaques terroristes sur le sol français. Un procès suivi de la Turquie au Pakistan en passant par l'Afghanistan, comme l'a rappelé Richard Malka lors de sa plaidoirie. Ce procès, c'est bien sûr celui des attentats de janvier 2015 à Paris contre Charlie Hebdo, contre la policière de Montrouge Clarissa Jean-Philippe et contre l'hyper-cachère de la Porte de Vincennes. Le rappel des faits en images. 7 janvier 2015, 2 hommes armés pénètrent dans les locaux parisiens de Charlie Hebdo. C'est le jour de la conférence hebdomadaire, presque tout le monde est présent. À 11h33, les assaillants ouvrent le feu. 34 tirs de Kalachnikov, le bilan est lourd, 11 morts et 4 blessés graves. Dans leur fuite, les 2 hommes exécutent un gardien de la paix. Cette fusillade qui a éclaté, je vous le disais, ce matin en plein centre de Paris. Rapidement, l'identité des 2 hommes est rendue publique. Les frères Kouachi, connus des services de renseignement, disparaissent dans la nature, tandis qu'un 3e homme sème la terreur dans la capitale. Le 8 janvier, Hamidi Koulibaly, un repris de justice, tue une policière municipale à Montrouge, en banlieue parisienne. Le lendemain, à 13h05, il entre dans l'hyper-cachère de Vincennes, armé de 2 fusils d'assaut. Pendant 4 heures, il prend en otage 18 personnes, tue 3 clients et un membre du personnel. Au même moment, à 50 km de Paris, une autre prise d'otage. Les frères Kouachi retiennent le directeur d'une imprimerie en Seine-et-Marne en région parisienne. Les services de renseignement ont rapidement découvert le lien entre les 3 terroristes. À 16h50, les hommes du GIGN donnent l'assaut à l'imprimerie. Suivi quelques minutes plus tard à l'hypercachère par ceux du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention. Les 3 assaillants meurent sous les balles, tous les otages sont sains et saufs. Le bilan de ces 3 jours de terreur est lourd, 17 morts et des dizaines de blessés, avec pour certains de lourdes séquelles et des traumatismes. Ces audiences et au final le verdict rendu aujourd'hui avec des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité auront-ils permis de faire toute la lumière, à défaut, en l'absence des auteurs et des commanditaires, de rendre pleinement justice aux victimes? On en débat avec Sharon Veil, maître de conférences en droit international à l'Université américaine de Paris, chercheur associé aux séries de Sciences Po. Vous avez assisté aujourd'hui à l'énoncé du verdict. On va en discuter avec vous dans un instant. Et puis il a assisté également à ces 3 mois de débat en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Celui qui a donc couvert ce procès pour France 24, c'est Karim Akiki. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Les peines les plus lourdes dans ce procès, Karim, sont allées, comme on pouvait s'y attendre, aux 3 principaux accusés parmi ces 14, Mohamed Belhoussine, Ayad Boumedienne et Ali Riza Polat. Oui, absolument, on s'en doutait. C'était le sens également des réquisitions des 2 avocats généraux. D'abord, les grands absents, vous le disiez, les grands absents, ce sont les frères Belhoussine et Ayad Boumedienne. Mohamed Belhoussine a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité car la justice a considéré qu'il était en lien direct et ensuite qu'il était le mentor des frères Kouachi. Ayad Boumedienne, son rôle est particulier. Elle était l'ex-épouse de Hamidi Koulibaly. La justice a considéré qu'elle avait un rôle prégnant dans la radicalisation d'Hamidi Koulibaly. Elle aura fui la France quelques jours même avant les attaques. Et puis, côté présent, c'est Ali Reza Polat. Il a cristallisé les débats tout au long de ces 3 mois de procès, aussi marquants que chaotiques. Ali Reza Polat s'est défendu en disant qu'il ne pouvait pas savoir ce qu'allait faire Hamidi Koulibaly. Il est considéré par la justice comme celui qui lui a fourni les armes. En tout cas, il y a une complicité active d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. D'ailleurs, il va être le seul à réagir au moment de l'énoncé du verdict. Il va protester, lever les bras au ciel. Mais le président Régis Dejournal a bien rappelé à l'énoncé du verdict en disant qu'Ali Reza Polat était en contact direct, téléphonique, grâce aux écoutes de ses fadettes, qu'il était en contact direct avec Hamidi Koulibaly juste avant les attentats et qu'ils étaient amis d'enfance. En d'autres termes, la justice a considéré qu'Ali Reza Polat ne pouvait pas ignorer les projets funestes d'Hamidi Koulibaly. Ali Riza Polat qui va faire appel de sa condamnation. Voilà ce qu'indique son avocate, maître Isabelle Coutempère. Sharon Veil, est-ce que ça vous choque ?
Alors, moi, je pense que ce soir, la victoire, elle était vraiment la victoire des juges. C'était un procès très, très suivi, très, très regardé. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu quand même 14 accusés dans ce procès-là. Et finalement, la moitié des accusés ne sont pas reconnus comme avoir fait partie de l'association de malfaiteurs terroristes. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire, il fallait vraiment avoir des juges avec beaucoup de courage pour dire, finalement, ce dossier-là, il arrive à l'audience avec 14 accusés, dont 13 accusés d'association malfaiteurs. Oui. Et durant l'audience, on avait vu que la moitié des gens qui étaient dans le box avaient finalement pas du tout connu les auteurs principaux ou très peu, ou avaient des liens très très lointains. Alors c'est ce qu'on a vu d'une part, et de l'autre part évidemment on a vu les victimes avec une parole très très grave qui témoignait des horreurs que comme on a rarement entendu. C'était vraiment très très douloureux et très très dur à y être en fait, à entendre ces témoignages-là. Alors on a ça d'un côté, et de l'autre côté on avait la plupart des accusés vraiment un procès pénal presque banal, presque ordinaire, qui était assez bizarre en fait, en voyant ce décalage entre les crimes très très durs et finalement les accusés qu'on a dans le box. Et évidemment, il y a eu une peur que ça va être un procès politique. Même il y avait un des accusés que, à sa dernière parole, je pense que le parquet avait requis 17 ans pour lui. Il a dit j'espère que ça ne sera pas un procès politique. Et finalement, les juges l'ont pas reconnu, l'association de malfaiteurs, ils lui ont donné 7 ans. Vous voyez, alors je pense que c'est là l'histoire de ce procès-là. Et c'est ici d'ailleurs qu'on peut se demander pourquoi l'instruction, le dossier est arrivé à cet état-là comme ça pour faire ce procès, que il me semble que ça aurait été mieux de séparer les dossiers, avoir juste les accusés avec des grandes responsabilités, ou voire même les accusés qui ne sont pas là, et pour ne pas faire cette décalage-là entre la parole des victimes et le procès pénal qui était vraiment à deux vitesses. Banaliser ce procès, c'est ce qu'ont cherché les avocats de la défense. Karim Akiki, la Cour a écarté la qualification terroriste pour la moitié des accusés. 7 sur 14 déclarés coupables d'association de malfaiteurs criminels, parce qu'ils ne savaient pas, Karim, au nom de quoi les frères Kouachi et Mehdi Koulibaly s'apprêtaient à commettre leur acte. Oui, c'est ça. Ça met en lumière d'abord la faiblesse de l'instruction, mais également la justice. C'est à cela que sert un procès. Il y a une instruction, il y a une accusation qui a été présentée par les 2 avocats généraux, et donc un procès d'assises, même si d'assises spéciales, sert à faire émerger la vérité. La justice a dit qu'il y avait des différences de responsabilité entre les différents accusés qui étaient là. Elle a individualisé les peines. Vous savez, en France, on ne peut pas juger des personnes par groupe. D'ailleurs, au moment des réquisitions, l'une des 2 parquetiers, la parquetière, a dit qu'il ne s'agissait pas de faire payer ces accusés pour les absents, car évidemment, tous les regards étaient tournés vers les 3 absents, les frères Belhoussine et Hayat Boumedienne. La justice a considéré d'abord que chacun avait une part de responsabilité différente. Mais il ne faut pas perdre à l'esprit, Raphaël, que la justice a quand même dit que sans ces 11 personnes qui étaient à l'intérieur du box des accusés, il ne pouvait pas y avoir d'attentat. En d'autres termes, même s'ils ont collaboré directement ou indirectement aux attentats, la justice dit s'ils n'avaient pas collaboré, il n'y aurait pas eu d'attaque terroriste de janvier 2015. Elle a reconnu les responsabilités de chacun. D'ailleurs, ça va être intéressant de suivre la suite pour savoir si parmi ces 6 personnes dont le qualificatif a été modifié, s'ils vont faire appel de cette décision, parce que c'est un risque qu'en deuxième instance, le procès en appel, il soit requalifié une deuxième fois. Côté partie civile, ce requalificatif a énormément choqué, car évidemment les attentes des familles des victimes sont lourdes. C'est un procès long, 3 mois, éprouvant. Ils ont dû revivre
toutes les attaques de Montrouge, Charlie Hebdo, mais également l'Hyper Cacher, un moyen pour eux d'être face à ces personnes. Et puis d'ailleurs, l'une des témoins qui a témoigné à la barre m'a dit à la sortie, le soir de son témoignage, qu'elle était contente de pouvoir avoir des personnes qu'elle pouvait regarder dans les yeux pour ce procès-là, car évidemment les trois, et tout le monde le sait, les trois principaux accusés, eux, sont absents. Et justement, l'absence de ces accusés, d'après vous, Sharon Veil, est-ce qu'elle pèse sur, aujourd'hui, le ressenti que peuvent avoir les victimes et leurs familles de ces 3 mois d'audience? Le fait notamment qu'Ayad Boumedienne, la veuve d'Abeli Coulibaly, reconnue coupable d'association de malfaiteurs terrorisme et de financement du terrorisme, et à ce titre condamnée à la perpétuité, peut-être ne la retrouveront, ne sera-t-elle jamais retrouvée alors qu'elle se trouve peut-être à l'heure qu'il est en Syrie? Alors évidemment, j'ai du mal à me mettre dans la place des victimes. Je pense que c'est dur pour tout le monde être dans la place des victimes. D'ailleurs, aussi, il faut pas voir les victimes comme un groupe parce que on a vu, il y a eu vraiment déjà matériellement, il y a eu 3 groupes différents de victimes. C'est-à-dire, on a eu les victimes qui étaient liées à l'attaque Charlie Hebdo. Il y a eu les victimes qui étaient liées à l'attaque Hyper Cacher et les victimes policiers. C'est-à-dire, on a vraiment, c'est des gens différents, des approches différentes. Ils sont tous victimes de crimes très très durs. Mais voilà, je pense pas que les victimes, on peut les voir en un. Et c'est une chose importante. Après, évidemment, je ne peux pas parler à leur place. Ça, il faudra demander les victimes. Mais moi, ce que je pense pour la justice, pour que la justice soit faite pour des crimes comme ça, alors évidemment, c'est dommage qu'ils ne sont pas là. C'est compliqué de juger en contumace quand les accusés ne sont pas dans la salle d'audience. Mais voilà, en France, on peut juger les gens de cette manière-là. Et je pense que c'est quand même important qu'ils aient été jugés là, parce qu'on a quand même entendu des témoins qui étaient liés à eux, etc. Alors même s'ils n'étaient pas là, eux, physiquement, il y a eu quand même l'encadrement de leur rôle à travers l'instruction et les témoignages. Ça, c'est d'une part. Et comme je l'aurais dit, encore une fois, pour les victimes, évidemment, c'était un procès très, très dur de venir et raconter, encore une fois, de revivre ça. Il y avait des gens qui ne voulaient plus ressortir de leur maison pendant des mois et revenir là. Et quand il y avait encore des attentats en parallèle, c'était très très dur pour les victimes. Je pense que beaucoup avaient vraiment peur, mais ils étaient là, ils voulaient la justice. Maintenant, ça c'est un point de vue. Après, évidemment, on sait que la justice doit se faire, comme a dit votre rapporteur, il doit se faire par rapport à la responsabilité des différentes personnes qui étaient accusées. Et c'est vrai que les juges avaient ici une pression énorme, parce que le procès est filmé, c'est un procès historique, tout le monde les regarde, le monde entier le regarde. Mais ce qu'aujourd'hui, je pense quand même, comme analyse de juriste, je peux dire que la justice était faite et ça mérite beaucoup de respect. Et j'espère que les victimes pourront comprendre que peut-être si quelqu'un n'a pas eu la peine qui était requise, c'est parce qu'il y a des raisons dans sa propre responsabilité. On va écouter justement la réaction de Samia Maktouf, avocate de partie civile au procès, et puis également de l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka. Mais cette page est tournée sans vengeance, sans revanche. C'était la justice. C'est ce qu'on attendait et c'est très exactement ce que distingue notre état de droit de ce qu'on veut nous imposer, de ce mode de vie qu'on veut nous empêcher de vivre notre mode de vie. La charia ne peut pas s'exercer sur la rue. Elle ne peut pas imposer notre manière de vivre, nos pensées, nos dires. Ce n'est pas possible.
Ce qui est peut-être plus important, c'est le message qui est délivré par la société française au travers de sa justice. C'était le procès d'une nébuleuse de personnes plus ou moins proches des terroristes, ayant fourni plus ou moins d'aide à ces terroristes. Et ce que dit cette décision, c'est que sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat. Sans la nébuleuse, il n'y a pas de terrorisme. Et que toute personne qui participe à cette nébuleuse peut être sanctionnée très sévèrement. Le procès d'une nébuleuse, Karima Kiki, ce procès et ces 3 mois d'audience auront-ils permis de mettre au jour l'ensemble des complicités, mais également le réseau de commanditaires de ces attentats ? Oui, c'est un procès qui est revenu, vous avez raison Raphaël, longuement sur cette filière, les filières djihadistes, notamment des frères Belhoussine, ces filières des buts de Chaumont qui ont recruté ici à tour de bras en France des apprentis djihadistes, des terroristes. La question s'était posée, est-ce qu'on fait le procès des filières, est-ce qu'on fait le procès des commanditaires? La justice française a décidé de séparer. Il y a eu d'abord avant le procès des filières. Là cette fois c'était le procès des attaques de janvier 2015, mais on est revenu très longuement. On a écouté par exemple les enquêteurs de la SDAT, de la sous-direction antiterroriste, on a écouté les enquêteurs de la DGSI qui venaient nous expliquer tout au long de ce procès comment ces filières ont pu s'organiser d'abord, comment ils se sont rencontrés et de quelle manière la justice et les services de police ont essayé d'enquêter justement au sein de ces filières. Très difficile pour les enquêteurs, ils n'ont rien vu en d'autres termes. Le procès a également montré cela, c'est que les services de renseignement français n'ont rien vu venir, alors qu'ils avaient parfois dans leur radar des personnages comme les frères Belhoussine ou Hayat Boumedienne. Même s'ils étaient dans leur radar, ils n'ont pas pu voir arriver en tout cas ces attaques de Montrouge, de l'Hypercacher, mais également de Charlie Hebdo. Ils ont été surpris eux-mêmes, surpris par 2 choses. D'abord, le côté logistique. Ils étaient impressionnés de voir qu'il y avait des filières aussi bien organisées en France, qui étaient capables de faire venir des djihadistes depuis la France sur la zone irako-syrienne. Et puis la deuxième chose, c'est le côté organisationnel et très radicalisé. Ils n'avaient pas ce degré de radicalisation de ce passage à l'acte. Je me souviens de l'un des enquêteurs de la DGSI qui nous racontait comment ils voyaient à l'époque Hamidi Koulibaly. Hamidi Koulibaly, si on se met dans ce contexte, c'était un grand trafiquant de drogue, notoire, connu, mais ils n'avaient pas vu sa radicalisation, notamment à travers Hayat Boumedienne. Tout cela, tous ces trous dans la raquette ont été soulevés lors de ce procès, évidemment. Merci Karima Kiki qui a donc suivi pour nous ces 3 mois de procès avec ce verdict donc tombé aujourd'hui. Merci également à Sharon Veil d'avoir été avec nous. Restez sur France 24 dans un instant. Second débat, deuxième face-à-face toujours consacré à ce verdict Charlie Hebdo. Qu'en est-il de l'esprit Charlie près de 6 ans après cette attaque? On en débattra dans un instant avec le réalisateur et producteur Daniel Lecomte et le dessinateur et caricaturiste Plantu. Rejoignez-nous pour notre émission spéciale sur le thème « Vaut-il mieux vivre à l'intérieur de la politique agricole commune des 27 ou alors à l'extérieur ?» Est-ce un bénéfice d'appartenir ? Ils étaient plus de 4 millions à défiler dans les rues de France au slogan « Je suis Charlie » un certain 11 janvier 2015. Au sortir d'une semaine apocalyptique, les Français témoignaient dans un même élan de leur attachement à la liberté d'expression, au droit au blasphème notamment. Alors que vient de s'achever le procès de ces attentats, l'esprit Charlie est-il toujours présent ? Où en est la France avec ses démons ? Celui de l'intolérance notamment, qu'on a vu ressurgir en plein procès lors de 3 attaques contre à nouveau Charlie Hebdo via ses anciens locaux, contre l'enseignant Samuel Paty, décapité pour avoir à son tour montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, et contre la basilique Notre-Dame de Nice. Esprit Charlie, es-tu là ? On en débat avec Plantu, dessinateur de presse. Vous êtes dessiné bien sûr dans Le Monde chaque jour et vous êtes également président de Cartooning for Peace qui nous accompagne chaque vendredi dans Une semaine dans le monde ici sur France 24. Merci d'être avec nous, Plantu. Bonjour. Également avec nous, Daniel Lecomte, journaliste et producteur. Vous êtes ce qu'on peut appeler un compagnon de route de Charlie. Vous avez notamment réalisé les documentaires « C'est dur d'être aimé par les cons » à l'époque. Ce documentaire se déroule et traite du procès des caricatures. On va en voir d'abord un bref extrait.
on met Mahomet débordé par les intégristes. Et là, il dit, c'est dur d'être aimé par les cons. Et j'apprends par l'AFP qu'il va y avoir un procès. Pourquoi Charlie est attaqué? Pourquoi pas l'Express? Pourquoi pas François, qui ont publié aussi des caricatures? Il y a des pressions sur nos témoins musulmans, hein, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment raciste, de vraiment injurieux dans ces caricatures? Autre documentaire, Daniel Lecomte, que vous consacrez à Charlie Hebdo 7 ans plus tard. Cette fois, c'est évidemment après les attentats. L'humour à mort, regardez. Bonsoir. Amis lecteurs, nous avons besoin de vous. Achetez Charlie Hebdo, faites acheter Charlie Hebdo. Abonnez-vous à Charlie Hebdo, qui est et restera votre hebdo libre et indépendant. C'est démocratique. Et c'est obligé, ça? J'espère que plus jamais on nous traitera de laïcards intégristes, que plus jamais on utilisera le même mot intégriste pour parler des assassins et pour parler des victimes. Quand le verdict sera rendu, le cycle de la violence qui s'était ouvert il y a bientôt 6 ans dans les locaux de Charlie Hebdo sera enfin refermé. Voilà ce qu'indique aujourd'hui dans son éditorial Rhys, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Vous êtes d'accord avec ça, Daniel Lecomte? Le cycle de la violence est enfin refermé? C'est Rhys qui écrit ça aujourd'hui? Oui. J'imagine que c'est un souhait, c'est un espoir, mais je n'y crois pas beaucoup. Malheureusement. Je pense que les gens auxquels on a affaire ne sont pas des gens qui respectent les lois de la République, qui respectent la justice et ses jugements, qui sont au-delà de tout ça. Et donc j'ai bien peur, si vous voulez, que les attentats continuent. D'ailleurs, ils les ont même continués pendant que se tenait le procès. Autrement dit, ils ont voulu signifier par ce genre d'attentat que rien ne les arrêterait. Donc non, je vois bien que l'espérance de Rhys, mais je pense que c'est une espérance, c'est un souhait, mais je n'y crois pas. Plantu, vous imaginiez, vous, jusqu'à ces attentats, que le métier de dessinateur de presse était à ce point dangereux? Alors depuis 2006, oui, puisque après les publications des caricatures danoises à Copenhague, dans le journal de Jyllands-Posten, il y avait eu des réactions, des manipulations. D'ailleurs, l'avocat Richard Malka l'a très bien raconté dans le verbatim qu'il a partagé avec les juges au procès. C'est-à-dire qu'on a compris que à ce moment-là, il y aurait manipulation. Il y a des imams danois qui ont repris les 12 caricatures danoises, qui d'ailleurs n'ont jamais voulu humilier 1,5 milliard de musulmans, mais c'est comme ça que ça a été compris à cause de la manipulation. Et ils ont rajouté des photos dont Richard Malka le raconte très bien lors du procès. Ils ont rajouté le cri du cochon, qui n'a rien à voir. C'est le cri du cochon, c'est quelque part au centre de la France. Il y a des agriculteurs qui se réunissent et qui imitent le cri du cochon et ils se mettent un groin. Et donc, ils ont fait croire que c'était une humiliation contre les musulmans, alors que les dessinateurs danois n'ont jamais, évidemment, voulu une chose pareille. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on a créé Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, et on a réuni des dessinateurs chrétiens, juifs et musulmans pour essayer de faire comprendre que maintenant, le dessin peut être un outil de manipulation sur le web, sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. À la suite de ces attentats, évidemment, Daniel Lecomte, des dessinateurs ont dû vivre avec ce qu'ils n'imaginaient jamais être possible. On se souvient notamment à l'occasion de ces 3 mois d'audience du témoignage de Corinne Ray, la dessinatrice dite Coco, un témoignage bouleversant. Dès le début, c'était au 5e jour du procès, qui fait écho presque à celui de l'ancienne caissière de l'hypercachère Zari Siboni. De ce point de vue-là, il y a aujourd'hui un combat partagé entre ces victimes, j'allais dire presque classiques des attentats. Est-ce que ressentent les dessinateurs de presse et les caricaturistes? Si vous voulez, c'est difficile de parler des dessinateurs de presse en général. Je suis très attentif à ce que disait Plantu et ravi de savoir qu'il a pris un exemple dans la plaidoirie de Richard Malka, et fort juste d'ailleurs, mais qui est un passage, si vous voulez, qui ne me semble pas avoir été retenu dans la plaidoirie qui a été publiée par son journal, Le Monde.
En tous les cas, il y a beaucoup de passages très importants de la plaidoirie de Richard Malka, très importantes, qui n'ont pas été retenues dans son journal. On appelle ça dans le métier du caviardage, quand on la présente comme la plaidoirie. Donc je suis ravi que ce soit lui, Plantu, qui parle de ces caricatures qui n'ont pas été les vraies caricatures. C'était d'ailleurs un moment très très fort de la plaidoirie de Richard Malka. Et d'ailleurs, je voudrais faire remarquer que nous savons ça depuis le début. Et si vous avez bien regardé, c'est dur d'être aimé par des cons. En 2007 déjà, je raconte cette histoire. Que ces caricatures ont été mélangées aux caricatures de Ilan Posten. Et vous savez par qui elles ont été mélangées? Par des imams danois qui les ont mélangées aux caricatures du journal et qui étaient visées par l'ensemble des islamistes à l'époque pour essayer de convaincre le monde arabo-musulman des intentions malveillantes des caricaturistes. Et dans le fond, on peut dire aujourd'hui que les principaux islamophobes de cette affaire n'ont pas été les gens de Charlie Hebdo, mais des imams danois. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose d'extraordinaire dans toute cette affaire. Qu'on s'en rende compte et que ça devient une évidence, si vous voulez, aujourd'hui, pendant le procès, dit à quel point ce procès était important. Mais en même temps, quel terrible aveu de l'incapacité que nous avons eue à prendre la mesure de la manipulation qui était faite par tous ces gens, et en même temps, dont ont été victimes les gens de Charlie Hebdo, puisque ça a fini dans un bain de sang. Je trouve que c'est particulièrement édifiant à la fois de voir comment les choses ont évolué pour en arriver à peu près, 2007, on est en 2020, 13 ans après, à mesurer l'ampleur de la manipulation dont beaucoup de gens ont été l'objet. Où en est aujourd'hui la liberté de caricaturer Plantu? Lorsque Richard Malka, toujours à l'occasion de ce procès, le dit, on ne peut pas renoncer à la libre critique des religions, ce serait renoncer à ce droit si merveilleux d'emmerder Dieu. Voilà ce que dit Richard Malka dans ce procès. Vous vous associez à ces propos? Moi, je ne retire rien de ce qu'a dit Richard Malka, d'ailleurs, que vous pouvez voir dans l'intégralité. Si vous tapez Google, plaidoirie, verbatim, Le Monde, Richard Malka, vous aurez tout le texte de Richard Malka, et c'est passionnant, parce qu'il raconte à quel point, aujourd'hui, un dessinateur, quand il fait des dessins, il peut être interpellé, et on le soupçonne d'avoir « Ah oui, mais vous voulez faire une allusion, vous voulez dire… » Il faut passer son temps à s'expliquer, et surtout pas à s'excuser. Il ne faut jamais s'excuser, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très très bien aiguisés pour essayer de manipuler les dessinateurs de presse et essayer de faire croire qu'ils ont dit quelque chose qu'ils n'ont pas dit. Par exemple, quand je fais ce dessin-là que j'ai fait au début du procès, c'est-à-dire qu'on y voit les juges, on y voit quelque part un petit nuage avec un dieu qui lit… On l'a vu, on va le remettre d'ailleurs à l'antenne. Voilà, on le voit Plantu à l'antenne. Voilà. Et ça permet comme ça de dire que moi, quand je fais un dessin, je signe. Et je tiens à signer mes dessins. Et d'ailleurs, c'est ce que disait très bien la juriste tout à l'heure, c'est qu'il y a un décalage entre la parole des accusés durant le procès et la parole des victimes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. Et c'est pour ça que j'ai mis cette chaise avec une mitraillette, parce qu'ils ne sont pas là. Il y a des gens qui sont jugés. Nous, en tant que dessinateurs, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, depuis plus de 6 ans, je suis accompagné de policiers tout le temps, et ce qui n'est pas simple pour la vie privée, mais ce qui est révélateur de notre démocratie aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de journalistes, de dessinateurs, d'intellectuels, d'écrivains qui sont accompagnés de policiers dans leurs déplacements. Et moi, quand je sors de chez moi ou quand je vais sortir, je suis obligé de dire aux policiers, et je les remercie, de leur dire où je vais, qui je vais rencontrer. Après-demain, je vais à Strasbourg. Je suis obligé de leur dire pourquoi je vais à Strasbourg. Et donc, ils m'accompagnent. Daniel Lecomte, passer son temps à non pas s'excuser, mais à s'expliquer, c'est nécessaire aujourd'hui lorsque l'on caricature les religions, vous le comprenez? Pas à s'expliquer, à expliquer. Et d'ailleurs, c'est le travail que fait de tout temps.
hérissent en premier. Et je crois que, si vous voulez, la plus grande difficulté, c'est quand les gens de Charlie Hebdo se sont livrés à ces dessins, c'est que souvent, ils ont eux-mêmes été caricaturés. On les a pris pour soit des laïcards, comme malheureusement Le Monde a titré un article de lundi dernier là-dessus, ou bien dans d'autres circonstances où ils ont été caricaturés par des caricaturistes, justement. Donc je trouve que tout ça est un peu facile de dire que tous les dessinateurs sont à mettre dans le même panier. Je ne crois pas. D'ailleurs, je ne croiserai pas, en tous les cas, je ne polémiquerai pas avec Plantu ce soir sur ce sujet, parce que ce n'est pas le jour du jugement, mais je crois que là-dessus, on raconte des cracks quand on essaye de nous raconter ça. Je voudrais revenir, moi, sur le jugement, parce que je trouve que ce procès est un procès magnifique. Ce qui s'est passé pendant ce procès, c'est quand même, disons, la démonstration des valeurs que l'on défend. La façon de juger. On ne tue pas. On juge et on applique, si vous voulez, des peines qui sont en proportion avec le délit. Et je trouve que cet exemple, comme d'ailleurs le procès des caricatures de Mahomet l'était à l'époque, et de façon aussi éclatante, quand les associations musulmanes ont pu venir à la barre pour témoigner et pour en même temps déclarer qu'ils avaient été offensés et qu'ils voulaient demander la raison et le jugement à la justice française. Je crois que c'était une manière formidable déjà pour ce procès que d'héberger cette parole-là et de montrer qu'il y avait d'autres voies que le crime, et que le crime le plus barbare, pour faire justice soi-même. Et donc je trouve que ces 2 mois et demi de procès qu'on a vus ont été magnifiques. Ils ont permis aux gens de Charlie Hebdo d'expliquer à des gens qui étaient passés à côté de cette histoire. Et beaucoup, pas seulement les gens ordinaires, les journalistes qui étaient passés à côté de ce drame, qui ont découvert par la parole des gens de Charlie à la barre à quel point ce procès était une horreur. Enfin, pas le procès, ce qu'ils avaient subi était une horreur. Et je trouve qu'il y a eu une évolution pendant tout ce procès de l'opinion grâce à ce procès, et que les choses ont sensiblement changé par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Je pense que c'est ça, en même temps, la vertu de ce procès, et je tiens à dire à quel point je suis réconforté par tout ce qui s'est passé dans ces débats-là. Un procès qui éclaire l'opinion, Plantu, et en même temps jalonné de 3 attentats, dont la décapitation d'un enseignant, Samuel Paty, qui précisément a montré ses caricatures à ses élèves. La France est-elle devenue plus intolérante en 6 ans, d'après vous ? Je vois gonfler le problème, ce problème majeur depuis des années. Et moi, ça fait 30 ans que je vais dans les écoles. Et d'ailleurs, j'avais proposé à RIS de venir avec moi dans les écoles. Et j'ai appris que depuis, il y a une fondation qui fait ce travail-là à Charlie Hebdo et qui va dans les écoles. Et je trouve que c'est la base. Parce que très souvent, j'étais la semaine dernière à Taverny avec des petits jeunes de seconde, de première, de terminale. Et des fois, ça m'est arrivé, pas à cet endroit-là, mais ailleurs, où j'ai des petits gamins qui sont hauts comme 3 pommes et qui me disent « Vos copains, ils ont été assassinés, c'est bien fait ». Et donc, moi, je sais gérer ça. Et donc, je travaille avec ces écoles, je fais un suivi, et quand j'entends des horreurs comme ça, eh bien, je garde le contact avec les profs, je garde le contact avec les élèves, et on continue à correspondre ensemble. Et d'ailleurs, Richard Malka dit une bonne chose qui est arrivée dans le procès, l'avocat. Il dit, il y a le recteur de la mosquée de Paris qui dit que maintenant, il faut quand même expliquer aux musulmans que les dessinateurs ont le droit de faire des caricatures. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, j'avais fait ce livre avec le recteur de la mosquée de Paris, qui lui-même s'était posé des questions sur le rôle des dessinateurs de presse. Et ce livre-là est une manière de raconter comment, avec des musulmans, on peut essayer de dialoguer et d'expliquer ce qu'a dit très bien la juriste tout à l'heure, c'est que les pires ennemis de l'islam, ce sont ces soi-disant djihadistes qui sont des coupeurs de tête, des teneurs de Kalachnikov et qui n'observent en rien leur religion. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à aller dans les écoles et surtout
vous expliquez à quel point on a dit que beaucoup de professeurs étaient bien seuls avec leurs élèves quand ils étaient en train d'expliquer le fait religieux. Et ben, je peux vous dire qu'en tant que dessinateur, ça fait pas 30 ans, parce que ça fait 30 ans que je vais dans les écoles, mais ça fait 10 ans que je me sens bien seul dans certaines écoles. Daniel Lecomte, oui, bien sûr, allez-y. Quelque chose concernant les écoles. Oui. Plantu a beaucoup de chance. Moi, j'ai fait C'est dur d'être aimé par des cons, qui est allé partout dans le monde, sauf dans les écoles françaises. Et que j'ai mis énormément de temps à pouvoir obtenir que ce film soit vu dans les écoles. Il a fallu la décapitation de Samuel Paty et une équipe au ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui très différente de celle qu'il y avait auparavant. Donc 12 ans, hein, 12 ans pour que le film soit projeté dans les écoles. Pour que le film soit proposé dans les écoles. Proposé dans les écoles. Et je dois dire que, oui, je dis, Plantu a beaucoup de chance, moi jamais. Et jamais mon film, ou moi-même, n'a été reçu dans les écoles de France à ce moment-là pour pouvoir expliquer ce qu'était ce drame. Parce qu'après tout, c'est les gens de Charlie qui se sont fait assassiner. Et donc, et ils se sont fait assassiner pour leur caricature. Et que donc personne, si vous voulez, des gens de Charlie ont pu pénétrer dans les écoles aujourd'hui pour pouvoir avoir accès, pour s'expliquer, pour éduquer cette génération de gamins qui ont été élevés à côté de ces questions-là. Donc, je veux dire, pourquoi ? Parce que leur présence inquiète ? J'ajoute. Alors, c'est là où il y a quelque chose. C'est là où il y a quelque chose à inventer. Je peux parler ? Allez-y, oui, allez-y, Plantu, bien sûr. Et puis, c'est là où il y a quelque chose à inventer. Ouais. C'est là où il y a quelque chose à inventer. Merci, Daniel, de réagir comme ça, parce que c'est là où on a quelque chose à inventer. Et par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait venir à Molenbeek, qui est l'endroit où les djihadistes ont commencé à réfléchir et à organiser les attentats. Je fais venir à Molenbeek, en Belgique, à Bruxelles, c'est un quartier de Bruxelles, on fait venir des dessinateurs palestiniens, mais ça c'est facile, une dessinatrice tunisienne, ça c'est très facile, et on fait venir des dessinateurs israéliens. Et c'est là où il y a toute une pédagogie, où on montre devant des enfants, des dessinateurs de Cartooning for Peace, Dessins pour la paix, et on dialogue avec des enfants qui sont étonnés, qui disent « Ah bon, il y a des Palestiniens qui parlent avec les Israéliens ?» Et on essaye de montrer à quel point des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans peuvent parler et continuer le débat. Et c'est pour ça qu'on montre d'ailleurs beaucoup de séquences, je le dis à Daniel Lecomte, beaucoup de séquences et beaucoup de dessins. Il serait le premier surpris de voir à quel point on fait un travail. C'est une équipe de 10 personnes, Cartooning for Peace, plus 200 dessinateurs du monde entier. Et on arrive à dialoguer dans les écoles et on arrive à construire. Est-ce qu'on va y arriver ? J'en suis pas sûr, je pense que pour le moment on est au fond de la piscine, mais peut-être qu'au bout d'un certain temps, on arrivera à reconstruire et à reformer un dialogue entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Daniel Lecomte, vous concluez. Écoutez, moi je trouve que c'est bien de dire ce genre de choses. Je ferai remarquer que jusqu'à aujourd'hui, il a fallu la décapitation de Samuel Paty pour que ce film-là rentre dans les écoles. Donc je trouve que c'est long, trop long, et il y a eu un cortège de morts, pas simplement ceux de Charlie Hebdo, mais il a projeté où ça, le film ? Il est inscrit dans la logique de ces morts-là. Merci. Moi je trouve, si vous voulez, que je voudrais conclure en disant qu'il y a eu des choses formidables pendant ce procès, qu'il y a des choses qui ont bougé, la preuve, par exemple ça, qui indique quand même que les curseurs ont bougé. Donc ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Reste à savoir maintenant, il y a quand même un problème, si vous voulez, qu'il faudra que à la fois, le procès a montré que, par exemple, il n'y avait pas d'association, des associations des droits de l'homme, comme par exemple la Ligue des droits de l'homme, n'était pas présente dans ce procès. Pourquoi elle n'était pas présente dans ce procès ? Il y a beaucoup de journalistes, si vous voulez, qui ont fait leur travail, qui ont découvert ce sujet à l'occasion de ce procès et qui ont changé, je crois, leur regard sur